Télé 7, Sherbrooke. Bonsoir, ici Sylvie Grandmaison. Voici maintenant les informations régionales. Alors, les candidats et les partis politiques impliqués dans les élections complémentaires du 17 novembre prochain devront se conformer à la loi du financement des partis politiques. Ainsi, les dépenses seront limitées dans cette campagne à 9 200 $ dans le comté de Brome-Missisquoi, à 9 300 $ dans Johnson et à 8 500 dans le comté de Mégantic-Compton. Ces montants sont fixés au prorata de la population respective de chacun des comtés en élection. Le député unioniste de Richmond, Yvon Brochu, ne sera pas candidat lors des prochaines élections générales. Sa décision n'aurait rien à voir à la situation présente du parti, mais serait plutôt reliée à des motifs personnels et familiales. Alors, du nouveau pour l'Union nationale dans Brome-Missisquoi, l'organisation régionale de l'Union nationale s'apprête à rendre publique la nouvelle à moins de 4 jours de la fin des mises en candidature en vue des complémentaires. Ce n'est pas Jean-Guy Péloquin, mais bien Pierre-Paul Ravenel, un permanent de l'Union nationale, échevin à la ville de Bedford, qui défendra les couleurs de l'Union nationale lors de l'élection complémentaire du 17 novembre prochain dans le comté de Brome-Missisquoi. Et si l'annonce de la candidature de Jean-Guy Péloquin le 20 octobre dernier en avait surpris plusieurs, eh bien ce revirement en étonnera encore. Les hautes instances de l'Union nationale dans le comté de Brome-Missisquoi s'apprêtent à annoncer officiellement cette nouvelle demain en matinée. D'ailleurs, les Michel Lemoignan, Serge Fontaine, Phil Cossette, Howard Graft et également Armand Russell doivent assister à cette conférence de presse à laquelle ont été convoqués les médias d'information à Cowansville. On peut croire que l'Union nationale a sciemment, volontairement laissé courir le nom de Jean-Guy Péloquin, homme d'affaires d'Eastman, ancien libéral dissident à la suite de la convention ayant conduit à la défaite de son candidat, Rosaire Raymond, et ceci dans le but de se retourner un peu, peut-être de réévaluer ses chances. Militants unionistes et libéraux dissidents se rallieraient en même temps que M. Péloquin et les candidats aspirants derrière M. Ravenel, un homme de 32 ans qui, dit-on, est socialement très engagé. Certains diront l'Union nationale piétine. L'Union nationale, elle, dira qu'elle a tout simplement réévalué ses chances. Alors, la campagne électorale dans les comtés de la région est bel et bien entamée. Après la visite de Claude Ryan en fin de semaine, lundi prochain, c'est au tour du ministre d'État au développement économique, Bernard Landry, qui sera dans le comté de Mégantic-Compton afin de venir appuyer le candidat Richard Labelle. L'Association des non-syndiqués de l'Estrie vient de voir le jour. Parrainée par la CEF et subventionnée par Centraide Estrie, cette association est vouée à la promotion et à la défense des droits des travailleurs et des travailleuses non syndiqués. L'ANSE, le nouvel organisme, vient de publier un dépliant qui décrit les services offerts. L'association veut servir de complément à la Commission des normes du travail. Sans être une critique, c'est quand même un organisme qui veut un peu travailler, collaborer dans le sens avec la Commission des normes de travail, parce que quand même si la loi définit certains des droits des travailleurs non syndiqués, surtout avec les nouvelles dispositions adoptées en avril, elle demeure quand même insuffisante en matière de droits et recours des travailleurs non syndiqués. Alors l'Association des non syndiqués de l'Estrie veut justement travailler dans le sens là, de, premièrement, aider les travailleurs à connaître leurs droits, parce que peu connaissent la loi des normes de travail. Faire respecter la loi par les employeurs qui souvent la respectent pas, mais aussi travailler à l'amélioration justement de cette loi-là qui comprend des lacunes. D'ailleurs, l'association fait partie de la coalition sur les normes de travail, qui est un organisme, c'est-à-dire qui regroupe 27 organismes de la région de Montréal. On participe là-dessus, on travaille des réunions, tout ça. Rien ne va plus maintenant à l'hôpital Diouville de Sherbrooke. Entre les autorités et le syndicat, les négociations sont au point mort en ce moment. Une tentative de rapprochement entre les parties s'est avérée un échec. Le syndicat a décidé de poursuivre les différents moyens de pression déjà entrepris. Aujourd'hui, des représentants des affaires sociales de la région se sont rendus à Québec afin de rencontrer le sous-ministre et lui demander de l'aide pour le règlement de ce conflit.
Les primes d'assurance dans le secteur privé pourraient augmenter d'environ 25 % dès janvier prochain. Parmi les facteurs considérés, les compagnies veulent combler un manque à gagner de 10 % sur l'indexation des coûts de la vie. Le président de l'Association des professionnels des courtiers d'assurance de l'Esprit, André Bombardier, nous dit en quoi la hausse est justifiée. Si on considère l'augmentation naturelle des coûts de réparation depuis 2 ans et la fréquence accidentelle, on peut dire que présentement, les assureurs seraient justifiés d'augmenter les primes d'assurance. Cette augmentation a-t-elle un rapport avec la loi de Mme Payette? En fait, elle en aurait eu un il y a 1 an et demi environ, puisque ça a affecté définitivement les assureurs. Il y avait eu perte d'environ 35 % de leur chiffre d'affaires en assurance automobile. Et les assureurs, pour conserver ce chiffre d'affaires, ont lancé une guerre des prix, si vous voulez, qui a affecté énormément le marché, en ce sens qu'il n'y a pas eu d'augmentation depuis cette période. Mais aujourd'hui, il faut augmenter nécessairement. Sur la scène policière, maintenant, 6 personnes ont perdu la vie en fin de semaine sur les routes de la région. Sur la route 173 à Beauceville, une collision frontale a fait 4 morts. Les victimes, Claude Mathieu, 43 ans de Beauceville, Don Colrick, 24 ans du Massachusetts, Ernesto Piazza, 26 ans du même endroit, et Maria Luisa Piazza, 27 ans du Pérou. Par ailleurs, un dérapage à l'intersection des routes 237 et 213 a fait 2 victimes, Yvon Mailloux, 30 ans de Cowansville, et Michel Janson, 32 ans de Phillipsburg. Alors, mardi prochain, il y aura grève à la Corporation municipale de transport en commun de Sherbrooke si aucune entente n'intervient d'ici là entre la CMTS et le syndicat des salariés de transport spécialisé. Cette grève aurait pour effet de paralyser les services de transport pour 350 personnes handicapées. Le syndicat reproche à l'employeur de faire traîner les négociations devant conduire au renouvellement de la convention de travail. Il revendique les mêmes conditions salariales que les autres chauffeurs de la CMTS. Marcel Clark nous dit pourquoi. Au niveau des responsabilités que nous avons à assumer, tout le monde sait que travailler avec des personnes handicapées puis les déplacer en chaise, ça exige là, des mesures de sécurité particulières et puis il faut faire attention. La même chose une fois que la personne est dans l'autobus. Il faut conduire d'une façon là, particulière. Et le fait aussi que nous travaillons sous la pluie, sous la neige, n'importe quand. Parfois, il faut même passer à travers des bancs de neige les personnes en chaise roulante. Alors, on considère là, que ça vaut autant là, que le travail, c'est autant aussi exigeant, sinon plus, là, que le travail des chauffeurs urbains. Mais dans l'ensemble du dossier, vous présentez une image quand même noire de votre employeur. Nous présentons effectivement une image noire et puis qui, si on le demandait à plusieurs usagers, là, correspond à la réalité. C'est que le retard et la lenteur que la CMTS prend pour mettre en application certaines mesures en arrive à poser des problèmes. Exemple, les véhicules, il n'y a pas assez de véhicules actuellement pour desservir la clientèle que l'on dessert, puis on nous demande de répondre aux nouvelles demandes avec les mêmes véhicules que nous avions avant, ce qui fait qu'il existe pratiquement plus de temps pour faire effectuer les réparations, et même là, à titre d'exemple, là, il y a des autobus qu'on est obligé de souffler les pneus 2 fois par jour depuis 3 semaines parce qu'il n'y a pas de pneus de change et puis on ne prend pas le temps de changer les pneus, de trouver des pneus neufs. Un incendie d'origine douteuse a dévasté un hôtel de Farnham, coûtant la vie à 2 hommes. C'est ce matin vers 3 heures que les sapeurs-pompiers ont été appelés sur les lieux afin de circonscrire l'incendie. C'est après 5 heures de combat que les pompiers ont pu s'introduire dans l'hôtel pour y découvrir les 2 corps. Les policiers enquêtent sur ce sujet. Alors, en grève depuis déjà 2 semaines, rien ne laisse présager un règlement prochain chez le fossoyeur du cimetière Saint-Michel. La séance de négociation de vendredi dernier n'a rien apporté. Selon le syndicat, le directeur de grève, Claude Gingras de la CSD, il n'y aurait aucune proposition complète de la partie patronale depuis le début du conflit. Les travailleurs sont nettement en infériorité par rapport à toutes les conditions qui peuvent exister n'importe
partout, dans n'importe quelle organisation d'employeurs actuellement. Et puis, les offres qu'on nous transmet à la table de négociation sont à peu près insignifiantes. Et je pense que tout de même, l'employeur actuellement trouve son intérêt à laisser traîner ce conflit-là qui, à mon avis, risque actuellement de pourrir la situation des relations de travail entre le syndicat et l'employeur. Il s'agit d'une première convention, puis je trouve l'attitude de l'employeur très décevante. Alors, il y a aussi toutes les conditions de santé au travail qui font l'objet d'un litige avec l'employeur, parce qu'on oblige les travailleurs actuellement à faire leur travail dans des situations que je qualifie d'inhumaines. Est-ce que vous pouvez préciser, M. Gingras? C'est qu'on ne fournit pas, pour les exhumations en particulier, on ne fournit pas aux travailleurs les équipements appropriés. Ils doivent extraire les corps des personnes décédées dans des conditions vraiment inhumaines. Alors, on ne leur fournit pas les masques à oxygène et les équipements appropriés, comme les gants. On refuse même de leur fournir les gants pour faire ce travail-là. Je pense que c'est absolument abominable comme situation. Alors, réunis en Assemblée générale cet après-midi, les employés ont décidé de poursuivre la grève générale. Le Parti du Crédit social uni du Québec, que dirige maintenant Jean-Paul Poulin, s'est engagé cet après-midi à présenter des candidats dans les 3 comtés de la région en élection le 17 novembre prochain et même à présenter des candidats dans les 122 comtés provinciaux lors des prochaines élections provinciales. Alors, c'est avec beaucoup de confusion et en éprouvant de la difficulté à prononcer le nom du comté dans lequel il compte se présenter lui-même en vue des partiels, ça on parle du comté de Mégantic-Compton, que M. Poulin a dévoilé les grands objectifs de son parti. Le manifeste qu'il défend, c'est-à-dire celui du Crédit social uni des années 1966. M. Poulin, qui fut candidat